Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, dernière ligne droite pour la réforme des retraites. Demain, examen du texte en commission mixte paritaire. Alors tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant. Les 14 députés et sénateurs qui vont être réunis, vont-ils parvenir à se mettre d'accord sur une version commune? On va en parler. C'est une phase cruciale du projet de loi. Moins cependant que le vote qui doit avoir lieu juste après, surtout à l'Assemblée nationale. Alors apparemment, Emmanuel Macron est plutôt confiant. Il pense avoir une majorité solide, nous dit le Parisien. Qu'en pensent nos éditorialistes? On va parler aussi avec eux du mouvement de la grève des éboueurs. C'est la sensation du mouvement social contre la réforme. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 également, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. Olivier. Bon, la grève des éboueurs, peut-être pour commencer, ça vire à la bataille politique. Mathieu, il y a combien de kilomètres, de tonnes de poubelles là devant chez vous? Vous me disiez beaucoup l'Himalaya en fait, je crois. Non, en fait, c'est assez fascinant. Si je peux me permettre d'un point de vue étranger, c'est la capacité qu'ont certaines minorités radicales de confisquer, même pas l'espace public, mais les règles élémentaires de l'hygiène sociale, les règles élémentaires de l'hygiène publique. On nous a parlé pendant des années de santé publique et ainsi de suite, mais en ce moment, parce que le droit de grève est à ce point sanctuarisé en France, à ce point sacralisé, à ce point absolutisé, il dépasse tous les autres droits disponibles, notamment celui d'évoluer dans un environnement un peu sain. Donc le droit de grève est tyrannique dans les circonstances et permet à des minorités entêté d'aller au-delà des moyens de pression légitimes et de prendre en otage toute une ville. Je suis désolé, cher Mathieu, ne quittez pas le studio. Vous avez devant vous un soutien au mouvement de grève. Mais sans le couteau entre les dents. La vraie indécence, la vraie saleté, la vraie puanteur, c'est de proposer 2 ans de plus à des travailleurs qui ont exprimé au cours d'émissions, à la télé, à la radio, leurs conditions de travail. Ces métiers essentiels qui ont été mis au pinacle lors du confinement et la crise sanitaire, qu'on a redécouvert pour beaucoup. Comment se passer des boueurs. Mais Olivier, j'entends ce que vous dites. Ils allaient être valorisés. J'entends ce que vous dites. On leur dit 2 ans de plus. Non, mais j'entends ce que vous dites sur les grévistes, le droit. Mais il faut le rappeler. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faute politique d'Anne Hidalgo, par exemple, maire de Paris, qui ostensiblement affiche son soutien et ne fait rien finalement pour la salubrité de la vie? Mais ça fait partie des missions d'un maire aujourd'hui. Dans notre pays, aujourd'hui, il y a des fautes politiques à tous les niveaux. L'exécutif n'a pas su aujourd'hui avoir une séquence de véritable empathie pour les métiers difficiles. Anne Hidalgo affirme son soutien, mais pourrait aussi davantage prendre maille avec les maires d'arrondissement pour voir véritablement, dans les arrondissements où la situation est difficile, voir comment les choses peuvent se passer. Alors il y a 10 arrondissements où il y a des poubelles partout, 10 autres où apparemment ça se passe bien parce qu'il y a une collecte privée. Il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, évidemment que les métiers difficiles dont on parle méritent la plus grande considération, ça va de soi. Mais on peut dissocier, je crois, cette question de ce que j'appellerais l'ivresse des moyens de pression. C'est-à-dire quand un petit groupe, vous savez, tout est rapport de force en dernière instance en ce monde, et quand un petit groupe comprend qu'il est capable de prendre en otage une société, de la bloquer, il y a une ivresse dans le rapport de pouvoir alors exercer au-delà même du contenu de la revendication. On l'a vu au moment de la question des carburants cet automne. Donc et ça, je pense que c'est très marqué dans la culture politique française, je dirais pas ce plaisir, mais à tout le moins, cette jouissance qu'il y a pour la minorité qui croit incarner les désœuvrés, les déclassés, les marginaux, eh bien, on va faire plier la société, et plus encore en visant les arrondissements où en plus on croit qu'il y a des puissants. Alors, c'est une lecture, je l'entends. Il y a aussi le fait que notre pays a perdu aussi une culture qui a pu exister aujourd'hui, par le passé, de se faire rapprocher des positions antagonistes par le compromis. Le gouvernement aurait pris la grande question du travail qui vient d'exploser au cours des dernières semaines. Vous avez un exemple de compromis politique récent, Olivier d'Artigol, parce que là, je cherchais, je vois pas. Le Conseil national de la Résistance a été un joli compromis historique. Non, mais déjà, pour moi, il est fondateur. Ça peut être ça. À l'époque de Pompidou, il pouvait y avoir entre les intérêts du capital et de Giscard après et les intérêts du travail des compromis. Le père Dassault dans mon département, quand il y avait un début de grève, il disait, allez les petits, il disait, bon, il y a eu le partenarialisme, quel est le problème? Bon, ça je peux, ça je peux pas. Et les copains me disaient, ils sont maintenant retraités,
on repartait de Paris dans le train pour la côte basque et on faisait la fête. Mais j'entends parfaitement votre argument. Mais permettez-moi aujourd'hui le capitalisme est trop gourmand. Alors vous enrobez tout ça de références historiques fort légitimes et passionnantes, mais il y a une question aujourd'hui d'hygiène publique à Paris, très concrète, qui se dérobe à toutes les symbolisations, toutes les mises en récit. Il y a une question d'hygiène publique, il y a des rats, c'est dégueulasse, faut quand même le dire minimalement. Et Paris, c'est pas exactement non plus Cleveland. Enfin, Paris, c'est aussi Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, un certain nombre de villes qui connaissent la même situation. Il faut donc c'est pas l'Ohio. C'est un pays qui se distingue, et si je peux me permettre là-dessus encore une fois, non seulement par sa dite capacité touristique, mais c'est un pays qui a des une certaine civilité. On n'est pas dans une forme de résidu. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? Finalement, l'hygiène publique est complètement sacrifiée. C'est quand même pas un détail, quoi qu'en pense les références au père Dassault et à Georges Pompidou. Mathieu Bocoté, Olivier d'Artigol, vous êtes nos débatteurs du Club de la Presse européen, 8h50. Je voudrais qu'on discute aussi de cette commission mixte paritaire qui va donc se réunir demain. Julien Bayou, l'écologiste, appelle les Français à interpeller, je le cite, dans le respect, les parlementaires membres de la commission mixte paritaire. Et donc, dans un tweet, il livre la liste des 14 élus. Il en ressort que vous en avez 10 qui sont favorables à la réforme, 4 qui lui sont opposés. Vous y croyez-vous, ça, Olivier d'Artigol, à des interpellations dans le respect? C'est leur mettre une flèche dans le dos quand même à ces parlementaires. Je n'aime pas trop les listes, pour tout vous dire. Mais je trouve plutôt sain que les citoyens, à l'échelle de leur circonscription, interpellent leurs députés, leurs représentants, pour connaître leur positionnement sur ce vote qui arrive. Bon, la messe est dite concernant la commission mixte paritaire. Vous l'avez dit, oui, 10 sur 14. La commission sera conclusive. Certains amendements, propositions des sénateurs LR ne seront pas retenus, tels que le CDI senior. Ça n'est pas d'ailleurs retenu à la demande des députés LR. On voit bien dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les Républicains. Elle sera conclusive. Là où véritablement il y a un suspense, c'est savoir si au final, après tout ça, à la fin de l'histoire, le deal entre la Macronie et LR va tenir avec un vote. On va en parler. Si il va falloir ressortir de nouveau le 49.3, ce qui serait un échec pour le gouvernement. On voit passer cette semaine et je me demande, s'agit-il d'un vrai trailer ou d'une mauvaise comédie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une... Trailer, bande-annonce, hein? Oui, pas trailer, un suspense, un film d'action. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de se dire, qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'il y aura le vote, il n'y aura pas le vote? Est-ce que vraiment il y a de l'hésitation ou est-ce qu'on n'est pas dans l'espèce de mise en scène habituelle du commentaire politique qui s'excite à l'idée qu'il y ait la possibilité d'une incertitude? Et quand vous entendez Emmanuel Macron dire, il s'invite hier en réunion préparatoire, ce qui est assez inhabituel, réunion de majorité, et il dit non, nous aurons une majorité forte au moment du vote. Alors que depuis, on sent monter, vous le dites vous-même, des membres de la majorité dire c'est quand même très incertain, les LR sont illisibles, etc. Mais sur les LR, si je peux me permettre là-dessus, c'est que leur position entre les LR du Sénat et les LR de l'Assemblée, et à l'Assemblée, entre les LR type Marlex, les LR type Pradier, je ne sais plus ce que sont les LR. Je crois, cela dit, ne pas être seul dans cette position. Tous ceux qui étaient traditionnellement LR ne les reconnaissent plus. Mais vous pensez qu'il y a une dramatisation du vote? Inévitablement. On fait croire que ça va être incertain alors que c'est joué d'avance. Je me pose la question, c'est que je pense que le commentariat politique a besoin en tant que tel de créer justement du suspense vrai ou faux. Et je me demande s'il n'est pas en train de s'auto-intoxiquer dans un récit qui l'excite lui-même, ou est-ce que véritablement on est au seuil d'une incapacité à trouver une majorité, et si tel est le cas, c'est une véritable crise, une crise totale pour la Macronie. Olivier d'Artigol. Exact, mais je me risque à une autre lecture. Emmanuel Macron avait indiqué en début de premier quinquennat, de mémoire c'était sur l'affaire Benalla, soyez fiers d'être des amateurs. Ils ont réussi. Je ne vois pas comment il peut y avoir une telle mise en récit par l'exécutif ce week-end et encore aujourd'hui sur l'idée, nous n'irons pas au 49.3 car ce serait un échec pour nous en fait. Et ne pas avoir aujourd'hui l'assurance de cette majorité. La PQR est pleine de une aujourd'hui où ils font le décompte à l'échelle des départements des grandes régions. Il y a des sites où vous pouvez suivre le décompte infernal. Alors je crois... Circonscription par circonscription, pense que va voter tel député, par etc. Par rapport au dilemme entre pièces de théâtre déjà écrites dont on connaît, ou alors véritable thriller, véritable, disons, inquiétude qui s'installe. Je suis plutôt sur l'inquiétude, mais au sein de l'exécutif. Alors attendez, moi je vais vous donner le décompte. 196. On devient spécialiste tout ça. Mais c'est très intéressant. 196 députés
se disent certains de voter la réforme des retraites, il faut quand même 287, parce qu'il y a 2 législatives partielles, donc on est à 287. Voilà, donc oui, et 196, 287, mais attention, il en manque. Ça c'est pour la motion de censure. 91. Non, ça c'est pour la motion de censure où il faut une majorité absolue. Réelle. Ah oui, pardon. Là, ce sera sur les. C'est la majorité parce relative. qu'attention, il y a aussi les petits malins qui auront un impératif familial, qui auront un problème de train et qui peuvent se faire porter pâle aussi. mais ce sera sur les présents. Et on y revient, cela dit. Autant d'énergie politique et sociale mobilisée pour une réforme finalement pas si majeure. Oui, je sais que ça vous dépasse. Ça vous entend et qui par ailleurs révèle le caractère amateur, pour ne pas dire un peu pied-nickelé, d'une classe politique qui réussit même à décourager ceux qui voudraient la soutenir de la soutenir. C'est-à-dire le nombre de gens, on en a déjà parlé ici, le nombre de gens que l'on peut connaître qui sont plutôt favorables à l'idée de cette réforme, qui en comprennent la nécessité, mais qui se sont dit au bout de quelques jours, quelques semaines, non, désolé, je n'en serai pas solidaire, parce que leur manière de la défendre rend cette réforme indéfendable selon les lois de la politique, pas de la technique des retraites, mais sur le plan politique, il y a quelque chose d'indéfendable dans des discours qui ont tellement varié. On la défendait pour A, ensuite pour non A, pour B, pour non B. À un moment donné, on en vient à perdre les repères. Alors j'entends votre regard comme les personnes à Montesquieu, mais si vous savez, si ça nous passionne, c'est qu'on a encore l'idée que, Jean Ferrat le disait, c'était très beau, que la France peut faire frissonner encore le reste du monde. Et le fait de se dire... peut, pas nécessairement par son système de retraite. Le fait qu'on puisse se dire qu'on ne va pas obligatoirement vers un temps plus long au travail, mais qu'il peut y avoir un 3e temps de vie hors travail, avec quand même une utilité sociale, est un sujet passionnant. Mais, dernier mot, je me permets de l'évoquer parce qu'on en parlait la semaine dernière. Pour vous donner raison, dans la presse américaine et ailleurs, il y a ça. D'un côté, il y a la perplexité. Est-ce que les Français se mobilisent vraiment pour 2 ans de plus? C'est étonnant. Et de l'autre côté, ils disent, mais les Français, c'est admirable. Ils descendent dans la rue pour défendre leurs droits. C'est admirable. On les jalouse pour ça. On termine sur ça. Voilà, Jean Ferrat, le CNR, Marcel Dassault, les grands noms convoqués. Si vous me faites venir, c'est que... Dans le club de la presse européenne. Je viens avec mon Panthéon. Je vais ajouter Sardou alors, et Brassens, pour nous réconcilier. Merci à tous les deux, Olivier D'Artigol, Mathieu Bocoté, nos plumes du club de la presse européen du mardi. Bonne journée à tous les deux.